Tout est permis dans la guerre, mais tout ce qui est permis ne se doit pas faire. La désolation du Palatinat à l'épreuve du droit de la guerre. Donc, certains d'entre vous seront sans aucun doute déçus, puisque vous attendez plein de réponses sur des éléments stratégiques et autres. Malheureusement, ce n'est pas l'angle que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui. C'est effectivement celui du droit de la guerre qui a été un des facteurs essentiels de la dénonciation de ces opérations françaises. Et j'espère que malgré votre déception, vous aurez quand même des choses à en dire. Donc voilà. Alors, arguant de la politique d'agression menée selon lui par la Ligue d'Augsbourg, revendiquant au nom de Madame Palatine, sa belle-sœur, des territoires de l'électorat du Palatinat, et enfin exigeant la nomination de son candidat, le cardinal de Fürstenberg, comme archevêque électeur de Cologne, le 24 septembre 1688, Louis XIV adresse à l'empereur un manifeste donnant 3 mois à celui-ci pour se conformer à ses exigences. L'investissement de la forteresse palatine de Philippsbourg sur la rive droite du Rhin marque alors le début de la guerre de 9 ans, dite en France guerre de la Ligue d'Augsbourg. Et après quelques semaines de campagne, l'essentiel des territoires et des grandes villes du Haut et Moyen Rhin, de Cologne à Fribourg, sont militairement occupés. Devant la mobilisation des Alliés et en prévision d'un repli inévitable sur la rive gauche, Louis XIV fait mettre en œuvre dès la fin de l'automne une stratégie de destruction systématique de grande ampleur. Et dans cet espace rhénan qui constitue la scène principale de l'antagonisme entre Bourbon et Habsbourg d'Autriche, cette stratégie est le fruit d'une politique de défense agressive visant à sanctuariser l'espace étatique intérieur en sécurisant les marges, notamment une frontière est encore floue. À une époque où la guerre prend la forme d'une guerre d'usure aux considérations logistiques fondamentales, cette stratégie, accordant une place centrale à la petite guerre, combine des pratiques militaires bien connues des armées européennes, et ce dans un double objectif. À court terme, il s'agit d'empêcher la subsistance et le ravitaillement de l'adversaire tout en entretenant ses propres armées. À long terme, il s'agit de mettre en place un glacis destiné à régulariser la frontière et à empêcher toute intrusion dans le royaume, en particulier au niveau de l'Alsace. À côté des contributions prohibitives levées sous la pression des prises d'otages et de la menace du feu, les ressources destinées aux hommes comme aux chevaux qui ne peuvent être emmenés et ou consommés sont alors gâtées ou incendiées, les paysans ayant l'interdiction d'ensemencer leurs terres. Outre le rasement des fortifications des très nombreux postes, bourgs, petites et grandes localités, cette politique est poussée à l'extrême et les troupes reçoivent l'ordre de démanteler des villes stratégiquement situées le long du Rhin et de ses affluents, parmi lesquelles Heilbronn, Pforzheim, Mannheim, Heidelberg, la plus connue, Frankenthal, Worms, Speer, Kreuznach, Alzey, Bingen, je pourrais vous en donner encore d'autres. Ces longues opérations se déroulent essentiellement entre l'automne 1688 et l'automne 1689, des électorats de Trèves, Mayence et Cologne au nord, au margraviat de Bade, ils sont là, voilà, margraviat de Bade et au duché de Wurtemberg au sud, principalement dans l'électorat du Palatinat et ses dépendances, ainsi que les archevêchés de Worms et Speer. Application extrême de pratiques militaires classiques, pour citer John Lynn. Ces opérations sont érigées en événements, c'est-à-dire en une unité historique qui, se distinguant de la continuité banale de l'ordinaire de la guerre et de ses violences, en devient une discontinuité remarquable. Dès qu'elles adviennent, elles sont en effet portées à l'attention des publics européens par des supports imprimés très divers, des périodiques d'information politique aux écrits à caractère historique, en passant par les relations occasionnelles, libelles et feuilles volantes, qui les décrivent, les narrent, les condamnent et parfois les justifient. Dans le contexte politique européen d'une opposition grandissante au roi Soleil depuis la guerre de Hollande et la révocation de l'édit de Nantes, ces opérations font scandale. Dénoncées publiquement comme atteinte à la justice, leur mise en accusation les désigne en particulier comme une transgression des lois de la guerre. Cette dénonciation n'est cependant pas uniforme, les échelles de condamnation étant multiples et répondant notamment aux enjeux propres à chaque espace politique. Elle se caractérise néanmoins par une dimension transnationale, ici européenne, qui résulte des multiples dynamiques d'échange, notamment médiatiques, entre les échelles locales, nationales et internationales, et qui trouve en particulier, dans un droit de la guerre alors balbutiant, un ressort interprétatif commun. Dans le cadre d'une histoire croisée des espaces politiques centrée sur ce que Johannes Burckhardt appelle le tétraèdre médiatique de l'espace européen que forment les Provinces-Unies, l'Empire, l'Angleterre et la France,
Cette communication a pour double objectif de montrer, d'une part, que malgré l'inaboutissement de sa formalisation, le droit de la guerre constitue bien, à la fin du XVIIe siècle, une norme pratique d'évaluation des conflits, et d'autre part, que la dénonciation de ces opérations, sur la base notamment de ce référent juridique, participe du processus de singularisation aboutissant à la constitution d'un événement, désolation du Palatinat, qui fait désormais sens. Alors pour commencer, je vais prendre une longue citation, mais vous verrez qu'elle a du sens. Alors, donc monsieur, je ne puis m'empêcher auparavant de m'arrêter un peu sur un fait des plus remarquables qui vient d'arriver et qui réfute que trop solennellement tout ce que l'on peut alléguer en faveur des desseins et des intentions de la France. Je parle de la dernière désolation qui vient d'être exercée dans les villes du Palatinat et particulièrement à Heidelberg, lors que les troupes françoises en sortirent le 3 de ce mois, en y laissant des monuments de fureur et de barbarie que les précédentes guerres n'avaient point connus. Vous aurez vu dans les relations publiques que les habitants de cette ville capitale et célèbre, après s'être rendus sur la foi d'une capitulation dont ils croyaient que leur conquérant en fera honneur, n'ont pas laissé d'être traités de la même manière que s'ils étaient rendus à discrétion, ayant été accablés par des contributions extraordinaires et réitérées, et enfin s'étant vus réduits à cette dure extrémité de souhaiter encore plus tôt la continuation du séjour de leurs ennemis que leur retraite, puisqu'elle a été accompagnée du pillage, de l'incendie, de la destruction de tous les édifices publics, et qu'ils ont vu sauter en l'air et consumer par le feu le palais de leur électeur, l'un des plus beaux de l'Europe, que les fureurs de la guerre avaient respecté jusqu'alors, et qui n'est plus qu'un affreux monceau de pierre et de cendres. En sorte qu'il semble que les François aient pris à tâche de marquer par cette action qu'ils n'ont pas plus d'égard pour les lois de la guerre que pour les traités de paix. Il est vrai que la guerre ne se décide que par le sort des armes et qu'à cet égard, elle ne connoit que la force et le bonheur du succès. Mais cela n'empêche pas qu'on ait toujours fait un grand cas parmi les hommes du droit que la justice donne, soit à l'égard de la guerre, soit à l'égard de la paix. C'est aussi sur ce fondement que la guerre a ses lois, aussi bien que la paix, non seulement pour l'entreprendre avec justice et nécessité, mais aussi pour l'exécuter avec religion et circonspection à l'égard des bornes prescrites par l'usage commun. Comme il suffit donc que l'équité de la cause ait un grand pouvoir pour obliger d'agir par ce principe, quoique son effet soit souvent éludé, aussi ne peut-on renverser les lois établies dans les exécutions militaires sans faire de la guerre un théâtre perpétuel de confusion et d'horreur. Donc c'est ainsi que débute la 7e livraison des Lettres sur les matières du temps, qui paraissent à Amsterdam à partir de février 1688. Se présentant sous la forme d'une fiction épistolaire mettant en scène un exilé français d'Amsterdam écrivant à un exilé londonien, ce périodique francophone d'information politique, publié dans les Provinces-Unies, est un des plus importants paraissant au début de la guerre. Il s'agit d'un mercure historique et politique qui, à côté des gazettes bi-hebdomadaires, fait alors des Provinces-Unies le centre de l'information européenne. Au-delà de la factualité éphémère des gazettes, ces mensuels proposent ainsi un commentaire suivi de l'actualité. Ce type de périodique a fait l'objet d'une thèse récente qui vient d'être publiée par Marion Bretéché. Rédigés le plus souvent par des huguenots français qui prennent la plume dans l'exil, ces mercures jouent, avec les gazettes et les libelles, un rôle fondamental dans la construction événementielle des opérations françaises. C'est bien ici le cas quand, narrant les opérations de démantèlement de Heidelberg, le narrateur affirme le caractère remarquable de ce qu'il nomme « désolation exercée dans les villes du Palatinat ». Contribuant à forger l'événement en le relatant et en le nommant, il fait explicitement le lien entre une exceptionnalité qu'il affirme et le caractère de transgression du droit de la guerre qu'il lui confère. Or, représentatif de la dénonciation dont ces opérations font alors l'objet, cet argumentaire reflète parfaitement l'usage pratique qui est fait des théories du droit de la guerre à la fin du XVIIe siècle. Fruit d'une réflexion théologico-juridique ancienne et complexe, ce droit de la guerre a fait l'objet d'une première théorisation au Moyen-Âge, prenant la forme d'une doctrine scolastique de la juste cause. D'abord forgée par Augustin, puis acquérant son unité et sa cohérence au travers des travaux de théologiens, canonistes et jurisconsultes, cette doctrine trouve un premier aboutissement théorique chez Thomas d'Aquin, et c'est alors la licéité matérielle de la guerre qui prévaut dans cette théorie de la juste cause, dominante jusqu'au XVIIIe siècle.
Elle définit en effet avant tout un jus in bello, ou droit de faire la guerre, pour tout détenteur d'une autorité légitime qui dispose d'une juste cause, celle-ci l'autorisant alors à user de tous les moyens de guerre contre son ennemi, c'est-à-dire lui accordant un jus in bello infinitum, c'est-à-dire un droit de la guerre illimité. Un droit, dans la guerre illimité. Cependant, dès l'Antiquité, les pratiques militaires témoignent de l'existence en filigrane d'un principe d'humanité et de modération qui pondère cette impunité théorique. À l'époque médiévale, des coutumes modératives en usage sont consacrées par la doctrine scolastique qui tente une première théorisation au travers de la notion thomiste d'intention droite, recommandant de combattre sans cruauté et de manière chrétienne. Néanmoins, cette réflexion doctrinale relève plus de la casuistique que d'une véritable formalisation. À la suite notamment des travaux d'une part de l'école de Salamanque, principalement de Vitoria et Suarez, et d'autre part de Gentilly, cette théorie de la juste cause définissant un idéal de guerre juste trouve sa formalisation définitive dans la synthèse doctrinale que propose en 1625 Hugo Grotius dans son De Iure Belli ac Pacis, qui fait autorité jusqu'au XVIIIe siècle. Or, sous l'impulsion de Vitoria, Suarez et Gentilly, le débat doctrinaire se recentre au XVIe siècle sur le jus in bello, donc sur ce droit dans la guerre, et notamment sur la question de la régularité formelle de la guerre. Ainsi, sous l'influence du formalisme romain, il s'agit dès lors d'interroger la justesse non plus de la cause, mais de la manière de faire la guerre. Bien que jusqu'au XVIIIe siècle, la licéité de la cause conditionne la conduite dans la guerre, c'est-à-dire que le jus in bello est fonction du jus in bellum, la rencontre de la doctrine scolastique médiévale et de la modernité, couronnée par la synthèse grotienne, pose alors les premiers jalons d'un jus in bello qui n'est néanmoins véritablement théorisé qu'à l'époque des Lumières. Ainsi, à la fin du XVIIe siècle, la théorie énonce qu'une cause juste permet certes tout a priori, en accordant un jus in bello illimité, mais que celui-ci connaît à la fois des limitations d'ordre théorique, s'appuyant sur l'affirmation d'un droit naturel obligeant moralement, et des limitations d'ordre pratique, s'appuyant sur un formalisme objectif qui fonde un droit positif, dit droit des gens, reposant sur l'usage et la coutume. C'est ce que dit la citation que j'ai utilisée dans mon titre, qui est une citation d'un libelle allemand qui a circulé en français et en latin. En bref, ce n'est donc pas parce que tout est permis, c'est-à-dire donc non sanctionné, qu'il est juste, c'est-à-dire souhaitable, de tout pratiquer. C'est très exactement le propos de notre correspondant fictif. Certes, l'équité de la cause est permissive, mais la morale et la coutume s'imposent comme facteurs limitatifs, prohibant la cruauté et l'inhumanité qui naissent de l'excès. C'est à cet excès que la France a, selon lui, cédé, car, je cite, « elle n'a plus voulu garder de règles ni de mesures ». Ainsi, cette dénonciation témoigne d'une parfaite assimilation de l'état doctrinal du droit de la guerre alors en vigueur. Elle montre en effet à la fois la prégnance de la doctrine scolastique médiévale mettant en avant la cause et une assimilation de ces évolutions doctrinales modernes, accordant désormais une place essentielle à la guerre régulière qui repose sur le respect des pratiques coutumières. L'emploi d'un tel argumentaire dans un périodique d'information politique qui, connaissant une large diffusion, pense son lectorat à l'échelle de l'Europe et donc envisage pleinement le caractère multiple et composite des publics auxquels il prétend s'adresser, tend à montrer que l'idéal de guerre juste constitue alors un ressort argumentatif commun, voire une norme commune d'évaluation des conflits. Notons, et ça a été plusieurs fois évoqué en particulier par Isor, la guerre juste appartient à cette rhétorique-là, le caractère aconfessionnel de cette grille d'interprétation, le droit de la guerre n'étant moralement ni protestant ni catholique mais chrétien, facilite une telle convergence et constitue un avantage non négligeable pour une alliance pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, une alliance anti-française multiconfessionnelle. L'importance de ces mercures qui entrent clandestinement en France explique qu'une forme éditoriale comparable soit choisie du côté français pour répondre à cette dénonciation. Publié avec privilège à partir d'octobre 1688 par Donneau de Visé, qui publie aussi le Mercure galant, les affaires du temps se pensent comme un véritable anti-Mercure hollandais dont l'objet est la guerre en cours et le rôle qu'y tient la France. Écriture au service du roi,
elle propose une réfutation de ces mercures, et en particulier des lettres sur les matières du temps que j'ai citées précédemment, qui est régulièrement attaquée de manière explicite. Alors, voici ce que les Affaires du temps disent dans leur livraison de mars 1689 sur les opérations menées sur le Rhin. Comme les mesures qu'on avoit prises contre la France étoient grandes et concertées depuis longtemps, il falloit qu'elle se servît de tout ce que permet la politique de la guerre. Il falloit qu'elle ruinât quelques places pour éviter la désolation de toutes les siennes, et que les peuples d'un petit État souffrissent pour empêcher des traitements plus cruels dont on menaçoit de plus grands États. Voilà ce qui a été cause que le roi a ruiné quelques places du Palatinat, ce qui a donné lieu à tous les écrivains de Hollande de se récrier contre le procédé de la France, qu'ils ont nommé injuste et cruel, et d'en faire des peintures plus vives que ressemblantes, sans vouloir examiner qu'elle n'a rien fait qu'il ne soit permis par l'usage de la guerre. Cependant, quoique le roi ait agi selon les lois de la guerre, les choses se sont passées que de la manière qu'elles sont autorisées par l'usage. Vous voyez ce dialogue. L'argumentaire est clair, la cause est juste et se nomme nécessité. Par conséquent, la méthode l'est tout autant, étant de surcroît conforme à l'usage. Alors que Louis XIV est présenté par ses détracteurs comme le fossoyeur de la guerre juste, cette démonstration s'appuie sur la doctrine scolastique. L'argument de la nécessité, auquel il est fait ici appel, relève d'une conception médiévale de la guerre comme ultima ratio, ou dernier recours. Elle donc définit dans les écrits augustiniens, la nécessité décrit une situation où, pressé par l'urgence qui s'impose à lui comme un facteur externe qui l'oblige, le belligérant est poussé à l'extrémité de prendre les armes et, a fortiori, d'employer tous les moyens dont il dispose. De la nécessité initiale de mettre à couvert les frontières du royaume, renforcée par une nécessité conjoncturelle résultant de l'avancée des troupes alliées, découle la justice des moyens employés, soit la dévastation de territoires ennemis. Un mois plus tard, les Affaires du temps reprennent ce raisonnement en s'appuyant cette fois sur une vie d'Alexandre pour faire endosser à Louis XIV non pas le costume de cette figure privilégiée de la propagande des premières années du règne, mais celui du grand roi des Perses. Donc, Sa Majesté n'a fait en cela que ce qu'elle a dû faire. Memnon le Rhodien conseilla à Darius de faire brûler plusieurs places de l'Asie mineure pour empêcher qu'Alexandre n'entrât dans ses États. D'abord, Darius ne voulut point suivre les avis si salutaires, mais le péril commençant à le presser, il fit mettre le feu à quelques-unes. Il étoit trop tard et Alexandre étoit trop proche. Par là, Darius fut contraint de succomber. Et pour avoir voulu épargner quelques places, il ne put sauver sa personne. La politique du roi a été meilleure et sa prudence plus grande. Il a ôté à ses ennemis tout ce qui leur pouvait faciliter les moyens de venir à lui, et ce qui doit empêcher de crier comme on fait injustement contre un procédé qui est absolument nécessaire, c'est qu'en ruinant seulement des maisons et des murailles, il a épargné le sang de plusieurs milliers d'hommes de l'un et de l'autre parti, qu'on aura indubitablement vu couler si ce monarque n'eût pris une résolution si ferme. Cet argumentaire de la nécessité trouve son origine dans la notion de nécessité de guerre proposée par Gentilly, puis reprise par Grotius, qui la nomme « raison d'utilité ». Elle légitime la dévastation en subordonnant les moyens de placer l'ennemi dans l'incapacité matérielle de continuer la guerre au but qu'est la paix. Grotius la borne cependant par le principe de juste mesure formulé par Vittoria et qui postule que les maux engendrés ne doivent pas être supérieurs à ceux ayant causé le conflit. C'est néanmoins une autre arithmétique qui est proposée ici. Le moindre mal de maux causés afin d'en éviter de plus grands. Il s'agit d'une nécessité préventive reposant sur, je cite, « la raison et le bien public ». Elle correspond à ce que le jurisconsulte allemand Johann Wolfgang Textor nomme alors, pour la condamner, la raison de guerre. Prolongement de la raison d'État, elle fonde un réalisme dans la guerre qui autoriserait de manière discrétionnaire la suspension des principes limitatifs du jus in bello. Dans son très fameux Mercure historique et politique qui paraît à La Haye, Courtil de Sandras explique ainsi au même moment, en parlant des opérations françaises, je cite, « Il ne faut point que les politiques prétendent couvrir cette cruauté par une nécessité indispensable qu'ils appellent maxime d'État. » Alors que les Affaires du temps apportent le seul semblant de démenti officiel, la dénonciation prend, dans cet espace périodique, la forme d'une controverse. Or,
outre le fait que cette controverse révèle d'une part des divergences théoriques habituellement lissées dans des textes qui sont non doctrinaux, et d'autre part des divergences pratiques concernant l'usage, elle traduit la reconnaissance par chaque partie de la validité comme référent commun d'un droit de la guerre fondé sur l'idéal de guerre juste et la coutume. Au-delà de cet espace périodique, l'argumentaire français apparaît plus souvent au miroir déformant de ses détracteurs, qui dépeignent un réalisme machiavélien mêlant le droit du plus fort prôné par, je cite, « un ennemi qui ne mesure que par sa force les lois de la guerre » et une cynique raison de guerre. Ce quasi-silence imprimé est d'autant plus dommageable que la production anti-française est alors foisonnante, les auteurs faisant de ces opérations le symptôme de la décadence tyrannique de la France Louis XIVienne. Au-delà de la justification ou non de la stratégie française, ce sont les formes de sa mise en œuvre qui sont au cœur de sa dénonciation. Élément décisif de cette stratégie, c'est la ruine plus ou moins aboutie des villes rhénanes qui est l'objet de cette dénonciation du non-respect des formes. Ces destructions urbaines font en effet très rapidement l'objet de relations imprimées qui constituent les supports de l'écriture des périodiques et des libelles. S'inscrivant à la fois dans la tradition narrative des malheurs de la guerre reposant sur un répertoire de références et stéréotypes iconographiques et textuels anciens, et dans la tradition de mise en accusation des pratiques de guerre Louis XIVienne héritées de la guerre de Hollande, ces relations accordent une attention particulière au non-respect des capitulations signées lors de la reddition de ces villes. Constituant avec les cartels de prisonniers les pratiques les plus codifiées en temps de guerre, les capitulations sont dans la pratique, comme l'a très bien montré hier Paul, l'objet d'infractions multiples et habituelles. Ainsi, malgré une attention minutieuse portée à leur rédaction afin de ne pas se lier par des articles qui se révéleraient gênants pour la réalisation d'objectifs stratégiques futurs, c'est l'argument d'un non-respect de la partie adverse qui est le plus souvent avancé par Louvois dans sa correspondance pour justifier que le roi ne soit pas à son tour tenu de les respecter, notamment dans les articles de sauvegarde. Par exemple, la capitulation d'Heidelberg a un article qui sauvegarde le château spécifiquement de toute destruction, mais aussi toutes les fortifications et murailles. Ce qui est très étonnant, c'est qu'à l'époque, ils ont déjà l'intention de raser une partie d'Heidelberg, pas forcément l'entièreté de la ville, et c'est très étonnant qu'ils aient accepté cette capitulation, enfin ces articles-là, et qu'ils n'aient pas plus négocié alors qu'ils étaient en position de le faire. Mentionnée dès les premières nouvelles, cette pierre d'achoppement du non-respect des capitulations focalise l'attention indignée. Elle pose la question de la régularité formelle des pratiques militaires régies alors par la coutume, c'est-à-dire par des normes issues de la répétition d'un usage partagé qui acquiert alors valeur de droit. La dénonciation traduit donc ici, outre une assimilation théorique, l'affirmation pratique d'un attachement aux lois coutumières de la guerre, dont le corpus doctrinal est alors encore en gestation et dont les capitulations constituent une des formes les plus abouties. Au-delà même de cette question de la régularité formelle, la dénonciation de ces destructions urbaines traduit une vraie divergence pratique quant à la définition du jus in bello, conséquence de sa formalisation inaboutie. Ces ruines de villes apparaissent en effet sous la plume de plusieurs auteurs de libelles comme a priori moralement et pratiquement inacceptables. C'est un libelle bruxellois, donc en français, traduit en hollandais et en anglais, qui en donne l'expression la plus claire. Donc je cite: « On sait bien que les lois de la guerre autorisent bien des actions qui, placées hors de là, paroissent énormes. Quand on abandonne une ville qu'on ne peut garder, on en tire tout ce qui le pourra rendre redoutable à ceux qui la quittent. On la rançonne, on prend les principaux habitants pour otages. Quand on abandonne des places fortes, on peut aller jusqu'à ruiner les principales fortifications. Enfin, quand on est extrêmement pressé par l'ennemi, la nécessité oblige quelquefois à ruiner dans un pays tout ce qui pourra servir à entretenir les armées ennemies. On brûle les foins, on emporte les grains, on brûle ce que l'on en peut emporter, on ruine les moulins. Mais s'en prendre à des villes, à des maisons et des toits, les brûler et les réduire en cendres, c'est une conduite inouïe contre tous les droits de la guerre. Les hommes et les chevaux des Allemands aura-t-il mangé les murailles de ce magnifique château d'Heidelberg et les maisons de tant de villes quand on les aura laissés debout? Ce sont les vivres et les munitions dont les armées se sous-tendent. Quand donc les François auront laissé
les villes d'Heidelberg, de Mannheim, de Frankenthal, de Speer, de Worms et d'Oppenheim, avec des maisons entières mais vides, sans blé, sans vin et sans bétail, l'ennemi n'aura pas été mieux. Et au moins, il y aura quelque apparence de raison dans leur fureur. Le jus in bello est certes permissif, mais la destruction de villes constituerait donc un excès à la fois inutile au fondement de la cruauté et inacceptable au regard des principes moraux et coutumiers qui font le droit de la guerre. D'un point de vue doctrinal, le rasement des murailles et des fortifications est classiquement admis. Mais si Grotius légitime la dévastation en théorisant un droit de nécessité fondé sur une raison d'utilité, il établit cependant, dans la continuité de la tradition doctrinale, un certain nombre d'exceptions concernant notamment les arbres fruitiers et les habitations. Il n'y a néanmoins pas alors parmi les jurisconsultes d'harmonisation. Le jus in bello infinitum définit avant tout un droit de ravager avec des limitations fluctuantes selon les auteurs et non pas encore des interdits. Les rédacteurs d'imprimés politiques apparaissent donc ici finalement plus catégoriques que les théoriciens. Traduisant très probablement à la fois une assimilation de la synthèse grotienne et surtout une évolution du consentement à la violence, cette dénonciation prône un interdit à caractère quasi catégorique. La rupture est ici complète, avec un porte-parole ludovicien qui observe, je cite, « La prétendue cruauté dont on fait tant de bruit n'a été exercée que sur des pierres ». Dans cette dénonciation des destructions urbaines, la ruine du château de Heidelberg fait l'objet d'une attention toute particulière et acquiert un caractère exemplaire. Alors que Heidelberg n'est pas la ville la plus ruinée, l'exemplarité de sa destruction, et en particulier de son château, tient d'une part à son statut de capitale électorale et de foyer de l'humanisme allemand, et d'autre part au traitement narratif et iconographique, ainsi qu'à la visibilité éditoriale dont cette destruction fait l'objet. Si les écrits théoriques recommandent alors d'épargner les biens sacrés ainsi que ceux sans utilité militaire, leur définition restant néanmoins extrêmement ambiguë, ce n'est cependant qu'au milieu du XVIIIe siècle, sous l'impulsion des travaux de Johann Jakob Moser et d'Emer de Wattel, que dans le jus in bello, alors formalisé, est édictée une protection des biens artistiques et en particulier des, je cite Wattel, édifices qui font honneur à l'humanité et qui ne contribuent pas à rendre l'ennemi plus puissant, ainsi que tous les ouvrages responsables et respectables par leur beauté. Moment décisif de la stratégie française, point focal de son traitement informationnel et de sa mise en accusation, c'est autour de ces destructions urbaines que se cristallise l'enjeu mémoriel entourant ces opérations. Par la fixation que représente l'action d'écriture, les imprimés tendent en effet déjà vers cette mémoire qu'ils proclament en s'appuyant sur la performativité qu'ils attribuent au langage. Dans un libelle à succès, la vérité, donc une personnification de la vérité, missionnée par la justice auprès de Louis XIV pour plaider sa cause au nom de l'Europe, déclare ainsi, je cite, « Quand les anciens Romains vouloient signifier le grand Scipion l'Africain, ils usoient des mots de destructeur de Carthage et de Numance. Ce n'est toi que 2 villes. Et vous, sire, combien de villes, d'églises, de monastères, de châteaux, de bourgades avez-vous fait surprendre, amusé du commencement par des promesses de sûreté et de conservation, mais piller, dépouiller, brûler, renverser, chasser les ecclésiastiques et séculiers, sans distinction d'âge, d'état, d'âge, de profession, et les faire passer en exil et à la servitude dans le pays de votre domination, ou subjugués par vos usurpations, ou remis par l'injustice de vos tribunaux. » Un autre affirme, je cite, « Ces pierres et ces maisons contre lesquels les Français se sont armés seront les témoins éternels que l'esprit de cabinet de la France est pire, 1000 fois pire, que celui des Turcs, puisque jamais les infidèles n'ont fait chose semblable. » Or, le rôle mémoriel que ces imprimés entendaient faire assumer aux pierres s'est finalement traduit concrètement par la conservation plus ou moins volontaire de très nombreuses ruines dans cette région rhénane. En témoigne celle du château de Heidelberg, qui symbolise l'événement et devinrent, dans le cadre de la construction de l'identité nationale allemande, un lieu de mémoire. À l'aube de la formalisation moderne du droit de la guerre, c'est à Isaac de la Rey, historiographe des États de Hollande puis conseiller de Frédéric Guillaume de Prusse, qu'il revient d'avoir proposé un des résumés les plus succincts de ces enjeux de la dénonciation des opérations françaises.
Concluant en 1722 le passage de son Histoire de France sous le règne de Louis XIV qu'il leur consacre, il écrit laconiquement « Traitement cruel que la politique peut autoriser, mais que l'histoire a peine à pardonner ». C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. En mettant en lumière certaines des principales divergences théoriques, cette dénonciation protéiforme révèle l'inaboutissement d'un droit de la guerre qui constitue néanmoins déjà une norme pratique d'évaluation des conflits. Malgré ce caractère protéiforme, cette dénonciation se caractérise indubitablement par une dimension transnationale qui trouve dans ce droit de la guerre un ressort commun. Or, si ces écrits de dénonciation en font un usage non réflexif, les auteurs n'exprimant pas de volonté de théorisation et tendant à lisser les débats théoriques, le caractère répétitif de l'argumentaire déployé révèle néanmoins une exigence de normativité quant au jus in bello, c'est-à-dire à cette manière de faire la guerre. Cet argumentaire témoigne ainsi de sa modernité par l'affirmation notamment de l'existence d'interdits stricts quasiment affranchis de la cause initiale. Cette dénonciation reflète ici les prémices de la crise de la juste cause qui parcourt alors déjà la réflexion doctrinale et qui se concrétise pleinement au XVIIIe siècle par la formalisation d'un jus in bello désormais indépendant du jus ad bellum. En gros, vous avez le droit d'avoir une cause juste, vous êtes tenu impérativement par des principes limitatifs. C'est la version 18e. Alors qu'à la fin du XVIIe siècle, le droit de la guerre autorisait sous réserve de certaines limitations souvent ambiguës tout, les moyens de la guerre relevant de la destruction systématique, donc ravage, bombardement, incendie, le jus in bello alors théorisé au XVIIIe siècle est désormais prohibitif et ne les autorise que par dérogation. Pourtant, et c'est là le paradoxe, cette formalisation qui rejette désormais le jus in bello infinitum de la doctrine classique admet de manière dérogatoire, en théorisant le droit de nécessité, soit de la raison de guerre, un emploi paradoxalement plus large, mais cette fois mieux défini de ces moyens de guerre, et en particulier du ravage, y incluant notamment la destruction de villes, de villages et d'habitations en général. Il n'en reste pas moins que quand, en 1758, dans son ouvrage fondateur « Le droit des gens ou principe de la loi naturelle », Vatel définit l'usage du ravage et de l'incendie ainsi que leur emploi dérogatoire, et dans le paragraphe qu'il y consacre, il dénie à Louis XIV cette nécessité que ses porte-plumes plaidaient. Commentant les opérations françaises, il énonce que celui qui a recours à ces moyens, je cite, « quand rien ne l'y oblige ou sur de faibles raisons, se rend le fléau de l'humanité ». L'usage démonstratif que Vatel fait alors de ces opérations témoigne, tout en la renforçant et en la réactualisant, de l'exemplarité qu'elles ont acquis dans la dénonciation au regard du droit de la guerre dont elles ont fait l'objet dès qu'elles sont advenues. Composante essentielle de leur scandalisation, cette dénonciation contribua fondamentalement de leur construction en événement, un événement qui dès lors incarne l'horreur du règne de Louis XIV et de la guerre à l'époque moderne. Je vous remercie.